Aujourd'hui, nous parlerons de projet de transport multimodal à la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, au terme de 86 mois de sa mise en œuvre par l'unité de projet de la cellule d'exécution du projet de transport multimodal basée à Lubumbashi, UPL, sous la coordination de Michel Moulongo, qui a bien accepté d'accorder une interview à température économique en guise de restitution au terme de 86 mois de la mise en œuvre du PTM à la SNCC. Le projet de transport multimodal PTM est un programme de la République démocratique du Congo en partenariat avec la Banque mondiale. Michel Moulongo, nous savons que le financement d'un projet, c'est pratiquement le nerf vital pour l'exécution et la réalisation d'un projet. Alors, nous aimerions bien savoir à combien s'est chiffré le financement du PTM et comment se présentait la structure de ce financement. Comme vous dites, le financement d'un projet, c'est le nerf de la guerre, donc c'est l'argent. Il était structuré comment ? Le business plan du PTM pour le plan de relance de la SNCC était tourné autour de 603 millions de dollars. Et dans ces 603 millions de dollars, la banque et le gouvernement amenaient chacun à peu près 300 millions de dollars. Et la centaine d'autres millions de dollars devaient être amenés par un tiers investisseur. Malheureusement, ce dernier a fait défaut. Voilà. Donc, au finish, nous avons eu le gouvernement avec plus de 160 millions de dollars et la Banque mondiale avec à peu près 385 millions de dollars. Alors, nous allons fixer l'opinion, fixer les esprits sur l'apport de la Banque mondiale. C'était un don ou une dette ? C'était un don. Effectivement, il faut savoir qu'à la Banque mondiale, il y a deux guichets de financement. Vous avez le guichet IDA pour les pays à faible revenu et vous avez le guichet BIRD pour les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus élevés. Alors, le Congo, la RDC étant classé dans les pays à faible revenu, concernant ce type de guichet, ce type de pays, on est financé par l'IDA. Et la caractéristique à ce niveau-là, c'est que vous avez des crédits à taux concessionnel, ça veut dire des crédits à plus de 38 ans de remboursement et avec des taux d'intérêt qui varient de 0,1% à peut-être 1% l'an et une partie des dons, parce que ça concerne le pays. C'est à ce titre-là que la RDC, sur le projet PTM, a reçu un don de 415 millions de dollars pour l'ensemble du PTM, dont 87% est revenu au plan de relance de la SNCC. La SNCC, donc ça devait être la grande malade. Alors quel a été l'état des lieux à l'avènement du PTM à la SNCC ? L'état des lieux de la SNCC est très simple. À l'avènement du PTM, c'est que la SNCC est pratiquement en faillite. Pour vous donner deux ratios, vous avez les charges sociales sur le chiffre d'affaires qui représentaient à peu près 80%. Donc c'est clair. Et la dette commerciale représentait 3 fois le chiffre d'affaires de la SNCC, c'est-à-dire la dette commerciale tourne autour de 100 millions de dollars et le chiffre d'affaires de la SNCC est de 38 millions de dollars à ce moment-là. Donc voilà, on avait pratiquement une entreprise en faillite virtuelle. Eh bien, l'objectif, c'était rétablir la viabilité opérationnelle et financière. Et vous avez adopté un certain nombre d'interventions. Oui. Sur certains principaux axes. Oui. C'était quoi l'intervention ? Oui, le rétablissement des opérations et de l'équilibre financier, donc le petit équilibre financier, était lié aux actions qu'allait mener le projet, c'est-à-dire le PTM à travers l'UPL qui était l'agence d'exécution fiduciaire à la SNCC. Et les interventions de l'UPL à la SNCC étaient axées sur 3 points principalement.
Le premier point, les plans sociaux. Vous savez, lorsqu'une entreprise est en faillite, a des problèmes, c'est que la caractéristique de telles entreprises comme la SNCC, les produits deviennent insuffisants aux charges. Et c'est exactement le cas typique de la SNCC. Là, il a fallu réduire les coûts, et notamment les coûts devaient être réduits au niveau de la masse salariale. Nous avons eu la tâche facile parce qu'il n'a pas fallu mettre les gens à la porte. Seulement, ces gens-là qui ont été retraités avaient déjà atteint l'âge limite de la retraite. Ils étaient au moins 4350. Et effectivement, au bout de 3 plans sociaux, en 2011, 2013 et 2014, nous avons intégralement payé les droits des agents qui devaient partir à la retraite. Donc, sur ce plan-là, nous sommes passés d'à peu près 11 900 agents à 7 219 agents après les 3 plans sociaux. Et cela nous a coûté à peu près 70 millions de dollars. Le deuxième axe, c'était le financement des coûts opérationnels. Vous le savez, le problème c'est qu'ici, comme l'entreprise n'avait plus les moyens de financer son existence quotidienne, la Banque mondiale a consenti à ce que le projet supporte durant 3 ans le financement des coûts opérationnels, avec l'objectif justement d'atteindre le petit équilibre financier. Le petit équilibre financier, c'est quoi? C'est qu'il fallait arriver au point où les charges d'exploitation devaient être égales aux produits d'exploitation, c'est-à-dire pratiquement aux recettes, aux encaissements de l'entreprise. C'est comme ça que pendant 3 ans, nous avons financé pratiquement le fonctionnement de l'entreprise, que ce soit en termes d'achat de gasoil, qui est le deuxième poste le plus important à la SNCC, vu que le parc des locomotives de la SNCC est un parc diesel. Donc, il faut savoir qu'à la SNCC, selon le niveau d'activité mensuel, aujourd'hui, nous dépensons à peu près 800 000 à 1 200 000 dollars par mois pour l'acquisition du gasoil et des lubrifiants, qui est le deuxième poste pratiquement après la masse salariale, qui elle tourne autour de 3 millions 2 le mois. Et cela a été très important. Et la banque a consenti à le faire durant 3 ans. Cela nous a coûté à peu près 134 millions de dollars sur les 3 ans. Les 3 ans, du début du projet jusqu'en 2015. Par la suite, le gouvernement a repris cette charge-là, puisque la banque avait prévu d'atteindre l'équilibre financier en 2015. Cet équilibre n'étant pas atteint, le projet devant continuer, le gouvernement a consenti à prendre en charge ce financement des coûts opérationnels, notamment pour le financement de l'acquisition du gasoil et des lubrifiants. Alors, le dernier axe, c'était les investissements. Il faut savoir que cette entreprise qu'est la SNCC, en 1970, avait à peu près 200 locomotives. Elle avait à peu près une trentaine de locomotives de manœuvre. Elle avait 5000 wagons. Elle avait à peu près 400 voitures voyageurs. Au moment où nous venons avec le projet, de 5000 wagons, elle n'en avait plus que 1200. Des 400 voitures voyageurs, elle n'en avait à peu près que 40. Et des 200 locomotives, elle n'en avait plus que 10 en propre et 10 autres qu'elle louait. Et vous voyez, le chiffre d'affaires pratiquement en dollars constants est passé d'à peu près 250 millions de dollars à 40 millions de dollars. Voyez-vous? Donc il était important de réinvestir dans des investissements de remplacement, parce que cela n'avait pas été fait pendant des années. Et il fallait remplacer quoi? Les locomotives. Les dernières acquisitions étaient acquises pratiquement autour des années 75, donc il y a 40 ans. Et elles étaient toutes vieilles, elles avaient à peu près une moyenne d'âge de 40 ans. La raison, c'est que ces locomotives n'avaient pas subi les entretiens qu'il fallait. Il fallait changer le rail. Parce que la voie à la SNCC, c'est une voie
que les colons à l'époque ont commencé à poser à partir de 1906. Donc on a fait un siècle sans toucher au gros de la voie. Et cette voie-là a été totalement dégradée. Il a fallu choisir les parties de la voie les plus importantes pour l'exploitation pour pouvoir redémarrer très vite la reprise et la relance de la SNCC. Voilà à peu près ce qui a été fait sur les 3 axes. Oui, ben alors, on aimerait bien connaître, l'opinion aimerait bien savoir l'incidence escomptée de par ces interventions, et c'est que cela a effectivement eu comme incidence sur l'exploitation et les charges de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez eu à avoir comme gain? Évidemment, l'incidence est claire. L'objectif, c'était l'atteinte de l'équilibre opérationnel et financier. Donc, pour atteindre cet équilibre financier, je parle déjà de l'équilibre financier qui était l'un des objectifs les plus importants, c'est qu'on a constaté qu'à la SNCC, de 1970 jusqu'au moment où le projet arrive, il y a eu disparition de certains trafics, et les trafics les plus importants, notamment le trafic minier. Alors, c'est la disparition de ce trafic minier à la SNCC qui a fait que les produits sont devenus inférieurs aux charges, principalement. Et durant toutes ces années passées, au moment où progressivement les produits disparaissaient, on n'avait pas pris les mesures qu'il fallait pour ajuster le fonctionnement de l'entreprise au niveau de ses activités réelles. Je m'explique, c'est que la SNCC en 1987 a transporté en termes de production de cuivre fini de la Gécamine à peu près pour 470 000 tonnes. Ça, c'est le produit fini. Mais il faut savoir que la Gécamine, à l'époque, ces centres de production du cuivre métallique étaient à une certaine distance des mines. Et le transport des minerais bruts vers les centres de raffinage pour en sortir le cuivre raffiné, ce transport-là était assuré par les Gécamines. Et ça, c'était ce qu'on appelait dans les différents types de trafic qu'il y avait à la SNCC, le trafic minier local. Et c'était l'un des trafics le plus important parce que chaque année, ce trafic-là tournait autour de 2,5 millions à 3,5 millions de tonnes de minerais. Ensuite, vous y ajoutez le trafic minier export. Celui-là, c'était le cuivre déjà raffiné à 99,9% qui partait pour l'exportation et sur des longues distances. Voyez-vous, ces deux types de trafic ont pratiquement disparu à la SNCC avec la catastrophe de la mine de Kamoto au début des années 90. Et curieusement, aussi, la coopération structurelle est partie. Il faut savoir que les financements en termes d'investissement de remplacement dans les chemins de fer sont des financements qui sont hyper importants puisque le chemin de fer est très capitalistique, il demande beaucoup d'argent. Et la SNCC des années 70 jusqu'au début des années 90, ces investissements de remplacement étaient à 99% financés par la coopération structurelle et bilatérale, c'est-à-dire par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Donc là aussi, vous rappellerez qu'en 91, le Congo est mis sous embargo, le Zaïre est mis sous embargo financier international, avec les massacres supposés de Lubumbashi. Ce qui fait que ce financement-là aussi a disparu. C'est comme ça que vous constaterez que la SNCC, à partir de 91 jusqu'en 2001, au moment où nous reprenons la coopération structurelle avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, la SNCC a connu son taux le plus élevé de dégradation de ses investissements. Et il n'y a pas eu de remplacement. Voilà que lorsque nous arrivons en 2011,
c'est une entreprise totalement exsangue, aussi bien sur le plan matériel, sur le plan financier que sur le plan humain. Alors l'impact de nos interventions, c'est quoi? L'impact était très important sur le plan humain, c'est-à-dire des ressources humaines. La majorité des ressources devraient déjà aller à la retraite, elles n'y allaient pas par manque de moyens. Donc nous avons financé la sortie de ce personnel qui ne produisait plus pour l'entreprise. Parce que comme vous savez, nos lois sociales ne permettent pas à ce qu'on sorte les agents sans les payer. Et à partir du moment où on ne paye pas les décomptes finaux de ces agents, il faut les garder et leur payer des salaires d'attente. Donc malheureusement, le fait de garder ce personnel qui n'allait pas à la retraite, ce fait-là décapitalisait aussi l'entreprise. Vous aviez un groupe de gens qui étaient payés mais qui ne travaillaient plus. Ça c'est de 1. Donc en les mettant, en les faisant partir dignement à la retraite, après avoir payé leurs décomptes finaux, ça a permis à l'entreprise d'économiser au moins $1 million au niveau financier. Hein? Par rapport au nombre de ceux qui sont partis, ça a permis à l'entreprise d'épargner au moins $1 million qui pouvait être investi à autre chose. C'est un impact important. Et normalement, cela devrait aussi servir aussi à engager de nouvelles unités beaucoup plus jeunes pour donner du sang neuf à l'entreprise. Ça, c'est l'impact sur le plan des ressources humaines, donc des plans sociaux. $1 million mensuel ou... $1 million mensuel, donc pratiquement l'équivalent de $12 millions par an. Voilà un impact qui est clair. Et le deuxième axe, le financement des coûts opérationnels. Ça, ce financement a été important. Parce que normalement, sans ce financement, l'entreprise aurait cessé ses activités. Elle n'avait plus le moyen de financer son existence et son fonctionnement quotidien. L'entreprise n'en avait plus les moyens. Et pendant 3 ans, le projet, financé par la Banque mondiale et le gouvernement, a payé ce fonctionnement. Hein, d'où l'équivalent de $134 millions. Donc l'impact là encore est encore plus important parce que c'est cet impact-là qui a permis à l'entreprise de continuer à fonctionner, bien qu'en mode dégradé. Mais l'entreprise a continué à fonctionner et à rendre service. Alors, le troisième impact, qui est l'impact des investissements, celui-là, il est clair. Hein? L'entreprise n'avait plus les moyens, les outils de travail. Et ce sont ces outils qu'on a remis en place en procédant, comme je l'ai dit, à des investissements de remplacement. Et dans les chemins de fer, les investissements de remplacement sont très importants. Je peux vous donner le cas des chemins de fer français qui, en 10 ans, ont connu 3 réformes. Et la dernière réforme de 2014, justement, était basée, entre autres, sur la faiblesse des moyens mis pour les investissements de remplacement dans les chemins de fer français, c'est-à-dire à la SNCF. Et le gouvernement français s'est engagé, justement, à financer très rapidement ces investissements-là. Comme je vous l'ai dit au début, les chemins de fer sont très capitalistiques, donc c'est un secteur qui demande beaucoup de moyens financiers. Alors, en quoi consistaient ces investissements en dehors de vos interventions sur les travaux de voie? Ces investissements ont consisté notamment à travailler sur la voie, justement, à remplacer une grande partie de la voie sud. On a travaillé sur 37% de la voie. Vous savez, à la SNCC, le réseau est de 3641 km et nous avons travaillé sur à peu près 1200 km. Mais sur les 1200 km, on n'a pas fait le même type de travaux. On a fait à peu près 120 km de renouvellement voie et ballast, c'est-à-dire là, on a carrément... Nous en reparlerons. Ok, on a renouvelé. Nous avons fait à peu près 600 km de remplacement. De travaux de confortement, et puis le reste c'était des réparations et des sécurisations de la voie. Donc comme vous dites, on en reparlera plus tard. Et à part la voie, on a acheté aussi du matériel, parce qu'il faut du matériel pour travailler. On a acheté des engins mécaniques de voie, on a acheté les traverses métalliques, on a construit une usine pour fabriquer les traverses en béton bibloc, donc aujourd'hui la SNCC dispose d'une usine sortie de terre.
On a renouvelé l'usine à oxygène. La SNCC n'avait plus une usine à oxygène. Il faut savoir que l'exploitation ferroviaire est de type souvent industriel. Donc il faut des investissements à côté qui permettent de soutenir cette exploitation, notamment au niveau technique. Au niveau des travaux, et cette usine à oxygène était très importante pour les différents travaux du chemin de fer. Et on a acquis des véhicules d'exploitation, on a acquis beaucoup d'outils de chantier, voilà à peu près. Et cela a coûté à peu près 170 millions de dollars. Dont les locomotives. Dans les locomotives, évidemment. Ouais. Les locomotives neuves, acquises par le gouvernement et la Banque mondiale. La Banque mondiale a financé 18 locomotives neuves et le gouvernement en a financé 20. Donc, 38 locomotives neuves dans le parc de la SNCC qui ne comptait plus que 10 vieilles locomotives de 40 mois d'âge, de 40 ans d'âge à peu près. Eh ben, parlons bilan global fin projet. Oui. Est-ce que la SNCC aujourd'hui est enfin remise sur les rails? Ça, c'est une première question. Est-ce que la viabilité opérationnelle et financière est-elle rétablie? Peut-on parler de la SNCC en termes d'entreprise commerciale et compétitive? Remise sur les rails, elle est en train d'être remise sur les rails. Parce que ce n'est pas un travail qui peut se faire en quelques jours ou en quelques mois. C'est un travail qui doit prendre des années. Vu que l'outil principal qui est la voie n'a pas été entretenu selon les normes. Vous savez, je reviens toujours sur l'exemple des chemins de fer français que je connais très bien. Ils ont 30 000 km de voies et chaque année, ils réhabilitent au moins 1000 km. Et au bout de 30 ans, ils refont tout le réseau. Ce qui est très important, surtout qu'ils ont une certaine intensité de l'exploitation chez eux. Évidemment, ils ont des doubles voies. Nous avons une voie unique. Et ça fait près de 100 ans où la majeure partie du réseau n'a pas été renouvelée. N'a pas été renouvelée. Donc, il faut, pour remettre la SNCC sur le rail, il faut renouveler justement ce réseau-là, surtout le réseau le plus porteur de recettes, notamment dans le Copperbelt, entre Kolwezi et Dilolo vers la frontière angolaise et entre Kolwezi et Sakanya vers la frontière zambienne. Parce que le chemin de fer congolais et la RDC est un chemin de fer qui est interconnecté. Et il est important sur ce corridor-là qu'il fonctionne. Il est important qu'il fonctionne selon les normes. Parce que là, nous sommes dans un réseau international et les chemins de fer ont certaines conventions et ces conventions, nous devons les respecter. Compétitif, comme vous le dites, le problème, c'est que nous avons affaire à une compétition intermodale aujourd'hui. Pourquoi intermodale? Parce qu'au départ, la SNCC a été construite, a été créée pour transporter principalement les minerais de la Gécamine, pour les sortir du pays vers les ports des pays voisins. Vu que le Congo est un pays semi-enclavé, la RDC, il faut savoir que nous avons une fenêtre d'ouverture au large de l'océan Atlantique sur 42 km simplement, au niveau de l'embouchure du fleuve. Et pour cela, il est important que nous ayons des voies de sortie, et notamment des corridors de sortie. Raison pour laquelle ce chemin de fer avait été mis en place pour justement procéder à l'exportation des matières premières minérales, d'abord avant tout, et même agricoles. Il n'y a pas de problème. Alors, la compétition, comme je dis aujourd'hui, c'est que ces minerais que transportait jadis la SNCC sont allés vers la route. Il faut se poser la question, pourquoi ces minerais sont allés vers la route? Parce qu'au fur et à mesure que la SNCC, les exploitations de la SNCC se dégradaient, au fur et à mesure, la route prenait la relève. C'était automatique. Et nous sommes dans une compétition intermodale et la nature a horreur du vide. À partir du moment où les chemins de fer n'arrivaient plus à respecter le transit time,
Parce que celui qui donne sa marchandise à la SNCC a besoin que la SNCC fasse arriver sa marchandise là où elle va le plus tôt possible et non le plus tard possible. À partir du moment où la SNCC, après les années 87, a commencé à connaître des problèmes d'exploitation, ce qui a coïncidé aussi avec la faillite de la Gécamine, qui, 10 ans plus tard, en 2001, le secteur minier a été libéralisé. Et aujourd'hui, on a des partenaires privés. Malheureusement, c'est au moment où la SNCC est totalement en faillite. Donc, ces partenaires privés, eux, sont très commerciaux. Et ils ont besoin d'avoir un outil performant. Automatiquement, ils sont allés sur la route. Je vous donne un chiffre. La SNCC produit la tonne kilomètre à 40 cents. Et elle vend cette tonne kilomètre à 16 cents. Ce qui est le prix de la route. Vous voyez? Mais la SNCC, en réalité, produit à perte. Vous produisez à 40 cents, vous vendez à 16 cents pour faire concurrence à la route, justement. Donc, vous voyez, la compétition, là-bas, elle est intermodale. Elle devient difficile à assurer, vu qu'aujourd'hui, la SNCC, au niveau de ses activités, assure des charges qui sont trop importantes. D'où il faut continuer à assainir au niveau des charges et à revoir, et c'est là où je voulais en arriver, à revoir le modèle économique de la SNCC. Vous savez, on n'est plus en 1975, où la SNCC faisait un chiffre d'affaires autour de 250 millions de dollars, où elle avait 22 000 agents, elle avait 200 locomotives, elle tenait la route. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les principales entreprises étaient publiques. Elles avaient des monopoles de fait, comme la Gécamine, comme la SNCC, comme l'ONATRA. Et à ce moment-là, le gouvernement décidait de passer par la voie nationale pour rentabiliser ces entreprises du secteur logistique qui étaient la SNCC et l'ONATRA. Donc vous voyez, même la problématique de l'ONATRA aujourd'hui est liée en partie à la faillite de la Gécamine de l'époque. En fait, lorsque la Gécamine a connu des problèmes, automatiquement la SNCC a été impactée et l'ONATRA. Parce qu'on dégageait une grande partie aussi des minerais de la Gécamine par la voie nationale qui partait de Lubumbashi jusqu'à Ilebo par voie ferrée et d'Ilebo jusqu'à Kinshasa par la voie fluviale où ce sont les unités fluviales de l'ONATRA qui reprenaient cette charge des minerais vers Kinshasa et ensuite vers Matadi pour les sortir du pays. Alors, on a eu un phénomène, ce phénomène, les économistes l'appellent le mal hollandais. À partir du moment où le pays, dont la principale ressource du pays était le cuivre, à partir du moment où le secteur minier basé sur le cuivre a connu des problèmes, tout un pas entier de l'économie congolaise s'est effondré comme un château de cartes. Donc, la faillite de la Gécamine a entraîné les problèmes que connaissent aujourd'hui la SNCC, l'ONATRA principalement. D'où il est question pour réhabiliter ces deux grandes entreprises du secteur logistique de la RDC de revoir leur modèle économique. Suggestion, quel genre de modèle économique pour la SNCC? Pour la SNCC, il faut la redimensionner. En fait, il faut la redimensionner si on veut lui garder une certaine importance dans l'économie du pays. N'oubliez pas qu'on l'a qualifié jadis d'épine dorsale d'économie du Congo. Et bien à ce moment-là, je vous dis, elle tournait autour de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires et c'était la deuxième ou troisième plus grande entreprise du pays après la Gécamine. Donc, vous voyez, d'après ce que j'ai expliqué, ce qu'était à peu près le modèle. Aujourd'hui, les minerais, j'ai dit, le trafic minier a disparu de la SNCC. On essaie de reprendre petit à petit. Mais l'idéal, c'est vrai, il faut regagner ce trafic.
Mais pour regagner ce trafic, il faut absolument consolider les acquis du PTM par de nouveaux investissements. Il faut le faire. Par de nouveaux engagements. La SNCC n'a plus le personnel, n'a plus de ressources qualifiées. Toutes les ressources qualifiées importantes sont en train de partir. Et le gros est parti avec les 3 plans sociaux, puisque tout ce personnel qui était hautement qualifié, ça moi je vous le garantis, c'est un personnel qui était compétitif par rapport les cheminots de la SNCC au niveau de l'expertise. Vous pouviez les mettre en compétition avec les cheminots de n'importe quel chemin de fer du monde. Ça je vous le garantis. Les ingénieurs, aujourd'hui encore pendant le PTM, il y a des ingénieurs de la maintenance qui ont été piqués par certains chemins de fer ici en Afrique australe et même en Afrique centrale. C'est pour vous dire la compétence qu'avait atteint tout ce personnel. Mais malheureusement, ce personnel est vieillissant. Nous avons une moyenne d'âge de 58 ans à la SNCC. Donc il faut renouveler ce personnel. Bon, pour le renouveler, il faut le payer. Aujourd'hui, le salaire est payé une fois tous les 50 jours, une fois tous les 60 jours. Et aucun jeune ingénieur bien formé ne peut accepter de venir dans une telle entreprise. Donc vous voyez, quand je parle de modèle économique, donc il faut revoir le cadre de fonctionnement et d'organisation de la SNCC, ce qui est important, dans un but de rentabilité. Clair. Évidemment, nous savons tous que les chemins de fer, il y a des trafics qui sont subventionnés, qui doivent être subventionnés. Et là, l'État aussi doit remplir sa part. Les chemins de fer ont toujours une partie de l'obligation des services publics. Généralement, pour ce qui concerne en Afrique, avec nos types de chemins de fer, le transport des personnes. Souvent, vous savez, il y a des zones du pays qui sont enclavées. Nous pouvons parler du Kasaï ou des 3 Kasaï après avec ce qu'il y a eu dans le pays en termes de décentralisation. Mais nous pouvons parler du Olomami, qui sont nous pouvons parler de la province du Maniema, qui sont des provinces totalement enclavées et que ce chemin de fer permet de désenclaver. Et là, les personnes qui prennent le train sont des personnes des conditions modestes, qui ne peuvent pas payer la réalité du coût entier de ce transport-là. Le peu qu'ils payent, et au moment où la SNCC met en place ce trafic, elle est déjà déficitaire sur ce trafic. Partout ailleurs, et ici aussi, l'État devrait normalement donner une subvention d'équilibre au trafic qui sont des obligations de service public. Donc vous voyez, il faut revoir le modèle, ne plus penser, à mon avis, à une SNCC comme à l'époque, et laisser aussi une marge de concurrence intermodale, c'est important. Pour qu'il y ait compétition, il faut qu'il y ait la concurrence. Vous savez, à l'époque, toutes nos entreprises publiques étaient des monopoles. Et les agents avaient pris des habitudes de fonctionnaires, c'est pas péjoratif, mais ils savaient leur emploi garanti. Et d'ailleurs, dans le contexte des chemins de fer, c'est ce qui est acquis. C'est ce qui est acquis. Vous avez vu en France, on est en train de supprimer justement on est en train de supprimer justement en France le statut de cheminot. Parce que c'est un statut qui est très prohibitif pour la société. Et je vous dis, la SNCC, c'est pas différent. Lorsque vous allez voir les conventions collectives de la SNCC, logiquement, vous aimeriez travailler à la SNCC. Mais aujourd'hui, la SNCC a vu ses principaux trafics disparaître, c'est-à-dire ses principales recettes disparaître. Et les recettes que font l'entreprise aujourd'hui ne permettent plus de payer ce qui est dans la convention collective. Donc à terme, c'est des choses qu'il faut revoir et rester réaliste pour ne pas retomber dans ce qu'on vit aujourd'hui. Là, vous me suggérez quelque chose. En dehors de notre émission où nous parlons
ce qu'a fait les acquis du PTM, hein, et où après, quand nous parlerons des travaux sur la voie, nous parlerons du modèle économique. Je me rends compte qu'on ne peut pas parler du modèle économique dans les suggestions que vous faites en très peu de temps. Bien sûr. Je crois que le modèle économique, pour sauver la SNCC, fera partie de toute une émission qu'on abordera peut-être après la seconde partie, qui sera consacrée aux travaux sur la voie. Donc la nouvelle bataille qui a eu lieu à la SNCC, la bataille du rail qui a eu lieu à la SNCC. Bon, qui a eu lieu, mais qui doit continuer à avoir lieu, comme je vous ai dit. Ouais. Parce que ce rail-là est là depuis un siècle. Et il faut absolument travailler dessus. Et il faut garder le caractère multimodal des transports en RDC. Et nous avons aussi, il ne faut pas oublier, le fleuve, qui est un outil très important. On doit reprendre l'exploitation sur le fleuve, mais avec d'autres types d'embarcations. Pas les vieilles embarcations de l'ONATRA que l'on est en train de retaper et qui malheureusement coûtent énormément cher à l'État. Et vous avez la preuve. Donc, normalement, ces modèles d'embarcation, on doit les revoir. Hein, c'est des modèles qui étaient peut-être rentables ou valables il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ce type de modèle ne permettent pas de rentabiliser. Ça fait partie d'ailleurs des déficits de l'ONATRA. Hein, ce sont des modèles qui ont eu cours à l'époque. Et les exploitations à l'ONATRA se compensaient. Vous savez, il y avait l'exploitation fluviale stricte qui allait dans l'équateur, le Bandundu et tout ça. Mais vous aviez par exemple le cuivre et le chemin de fer qui était rentable et le port. Et donc le déficit qui était dans un secteur était compensé par l'excédent qu'il y avait dans un autre secteur. Puisque l'ONATRA, là j'anticipe un peu sur l'ONATRA, c'est à peu près 4 à 5 entreprises en une. Vous voyez. Alors, dès que le département des ports et transports fluviaux, qui était le département qui générait le plus de flux financiers, quand la GECAMINE marchait bien, ça représentait autour de 65% des flux financiers de l'ONATRA. Et vous aviez le chemin de fer qui représentait à peu près 10%, et puis le port à peu près 15%, et vous aviez l'ensemble des flux financiers qui étaient générés. Mais dès que la GECAMINE est tombée en faillite, donc 65% des flux financiers ont disparu de l'ONATRA. Et ça, c'était le département des ports et transports fluviaux, donc les ports intérieurs, et le transport, qui faisait le transport d'Ilebo jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Matadi. Quand ces flux-là ont disparu, l'ONATRA, pour compenser ses recettes, a augmenté les prix du port de Matadi, qui est devenu l'un des ports les plus chers au monde. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu, en gardant des nombres élevés d'agents, et pour continuer à les payer, il a fallu revoir les prix du port, les tarifs du port. Alors qu'à ce moment-là déjà, il fallait penser à une réforme de toutes ces entreprises du secteur logistique de la RDC. Puisqu'on était passé à une crise conjoncturelle vers une crise structurelle qui était en train de s'installer sur la durée. Et voilà, aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Donc, ce n'est pas seulement la SNCC, mais c'est l'ensemble du secteur des transports dont il faut revoir le fonctionnement des entreprises et peut-être même l'agencement des textes qui régissent ce secteur. Donc, un nouveau modèle économique, un système de transport multimodal efficient. Vous savez, au niveau des entreprises, on parle plus de business model. Mais le modèle économique, en réalité, on doit retomber dans le fonctionnement de l'État congolais, donc du pays. Et même le modèle économique du pays, on doit le revoir. Parce que ce modèle économique est toujours basé sur le secteur minier. Et vous verrez que chaque fois que le secteur minier est en crise, le pays retombe en crise. On a connu ce problème. On a avec le boom minier, à partir, je crois, de
2008 vers 2010 ou 2012, vous avez vu que lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, nous n'avons pas été totalement impactés parce que nous avions le boom minier. Et il a fallu que nous ayons encore une crise dans les mines pour que le pays en ressente les impacts négatifs. Donc il est important au niveau du pays aussi de revoir pratiquement. D'ailleurs, tous les gouvernements le disent souvent, il faut diversifier l'économie du pays. Ouais. En fait, c'est déjà le début du changement du modèle économique du pays. Prochain rendez-vous, c'est pour l'émission qui aura pour cœur de débat les travaux sur les voies ou sur la voie de la SNCC. Il n'y a pas de problème, on est à votre service. Merci. Merci.